Bienvenue pour cette émission que nous avons intitulée La dermatologie en odontostomatologie. J'aurai le plaisir de co-animer cette émission avec le docteur Olivier Gragesic qui est un de vos pairs. Olivier, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors Olivier, un commentaire sur le choix de ce thème. Eh bien, nos confrères sont peu formés car cette spécialité est enseignée depuis peu. On va les aider à identifier les lésions les plus graves ou plus bénignes. Nos invités aujourd'hui, le docteur Sophie Myriam Dridi, qui est co-responsable de la consultation des pathologies de la muqueuse buccale, CHU Chenevier-Mont-d'Or à Créteil, et le docteur Frédéric Gauthier, co-responsable du service de médecine, chirurgie buccale et implantologie au même hôpital, Chenevier-Mont-d'Or à Créteil. Précisons que tous deux, vous êtes maître de conférence, praticien hospitalier à l'université Paris-Descartes. Et je crois aussi, Olivier, que ce sont des praticiens libéraux. C'est important de signaler, puisque vous êtes nombreux à nous regarder. Docteur Dridi, bonjour. Bonjour. Alors, en préparant l'émission, vous m'avez dit que cette émission sur la dermatologie buccale, elle évoque une discipline au même titre que la rhumatologie et l'imagerie médicale. C'est si fréquent que ça ? Oui, c'est très fréquent. Je peux dire vraiment sans exagérer que tous les jours, nous voyons des lésions au niveau de la muqueuse buccale. Quand on dit que vous êtes spécialiste, vous ne faites pas que ça quand même. Il n'y a pas des gens qui ne font que de la dermatologie odontologique. Non, je ne fais pas que ça. Effectivement, moi je suis parodontiste. Je m'occupe des gencives, mais ça fait partie, je pense, du travail de tout odontologiste. Mais c'est quand même quelque chose que vous pratiquez de façon quotidienne. Tout à fait. Vous trouvez que vos confrères sont suffisamment, je vais la faire en deux fois ma question, avertis de ces pathologies ? Avertis, oui. Formés ? Alors, formés maintenant, oui. Ça dépend des facultés, mais de plus en plus. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'ils sont avertis, mais ils se sentent quand même un petit peu désœuvrés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un manque de connaissances à ce niveau-là, ils le disent. Et c'est pour ça que je vous remercie de nous avoir invités, parce que je pense que ce genre d'émission est très importante. Il faut remercier Olivier Gragesic, c'est lui qui choisit tous les thèmes des émissions. Docteur Gauthier, les enjeux de cette émission, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Les enjeux de cette émission, c'est, comme l'a dit Myriam, c'est de montrer à nos confrères l'importance de la dermatologie buccale et l'associer à un enjeu de santé publique qui est majeur, puisqu'on est en fait la première consultation de la bouche et on doit devenir le premier en capacité à diagnostiquer et intercepter les cancers de la bouche. Et puis, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, on va passer des plus graves au plus bénin, mais quand on dit grave, au plus bénin. Mais surtout, c'est ça, c'est pas passer à côté de la gravité, même quand ça paraît bénin. On va commencer par ce qui est le plus grave, qui est le cancer de la cavité buccale. Eh bien, pour illustrer ce sujet, nous allons visionner une première diapositive. Voilà. De quoi s'agit-il ? Pouvez-nous la commenter, docteur Dridi ? Oui. Alors, avec plaisir, nous n'avons pas choisi ces photos par hasard. Alors, à ma gauche, vous avez c'est un monsieur qui était fumeur et qui venait pour un autre motif que sa langue, donc pour un problème dentaire. Et là, ce que je voudrais tout de suite mettre en exergue, c'est que c'est grâce à l'examen clinique que nous avons pu observer cette lésion. Et elle paraît petite, mais pourtant, elle est aussi dangereuse que celle qui est à côté, qui est beaucoup plus grosse. Donc là, il s'agit d'une plaque blanche, qui est une lésion... C'est la petite plaque blanche. C'est la petite plaque blanche, oui, voilà, qui fait à peu près... Le médecin qui n'a pas l'habitude de voir ça a besoin de Alors, préciser. je situe un peu, on est au niveau de la face ventrale postérieure de la langue. Oui. Et si nous avons laissé les doigts, c'est pas pour rien. C'est pour bien montrer que si on veut observer cette zone qui est cachée, eh bien, il faut savoir délicatement tirer la langue et essuyer un petit peu cette lésion pour bien l'observer. Sinon, on ne la voit pas et elle peut passer inaperçue. Là, il y a intérêt effectivement à bien examiner. Exactement. Et ça demande quelques secondes. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'on a palpé, bien sûr, il faut regarder, ensuite il faut palper. C'était induré, il n'y avait pas quand même de ganglions, mais il s'agissait déjà d'un carcinome épidermoïde, donc d'une maladie grave, d'un cancer. C'est un cancer. Ça veut dire que dessous, c'est cartonné un petit peu, il y a un Alors, fond effectivement, un petit peu induré, dur. ça veut dire dur. Et c'est doit différent de alerter ferme. déjà, Ah oui, une lésion qui est indurée, ça doit alerter, on doit penser à des cellules qui se multiplient. À côté, c'est la fin du film. Alors, à côté, c'est pas la fin du film. Enfin, c'est la fin du film 6, si on n'avait pas dépisté cette lésion. Si on la laisse, la première, si on la laisse évoluer, elle va évoluer vers Exactement, exactement, ouais.
Bien sûr. Et là, c'est justement le cas dramatique. C'est une patiente de l'autre côté qui est aussi fumeuse. Fumeuse, je veux dire. Là, elle consulte parce qu'elle avait une grosseur au niveau de... Là, nous nous trouvons au niveau du plancher antérieur, donc c'est un site plus accessible. Au départ, elle avait pas mal. Et c'est ça qui est dangereux, c'est que les gens consultent tard parce qu'ils ne souffrent pas. Et ensuite, petit à petit, elle a ressenti une sensibilité. Et là, malheureusement, le cancer est très développé. Donc le cas, pas terminal, mais enfin là où il y a de toute évidence cette tumeur, est-ce qu'il y a une limitation de la mobilité de la langue à ce stade-là? Gène fonctionnel. Là où elle est située, non. Simplement, non. Il fallait... C'est ça que vous voulez comme question? Non, Olivier, non. un praticien non spécialiste, ne peut pas passer à côté de la deuxième tumeur, mais peut passer à côté de la première. Ah oui, tout Absolument. à fait, absolument. Donc, c'est ça. Donc le premier message, c'est que même si le patient en première consultation vient pour un motif dentaire, il faut prendre 2 minutes pour observer toutes les muqueuses, ça peut lui sauver la vie. Et parce que, si je comprends bien, plus on fait le diagnostic précocement, mieux on pourra traiter. Absolument. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que là, on a vraiment une relation importante entre quand on dépiste le cancer au début, eh bien, on peut sauver la vie de l'individu sans altérer. Quel délai entre ces deux images? Ah, c'est difficile à dire, oui, c'est difficile à dire, parce que là, on parle en termes cellulaires, mais en quelques semaines, mois, ça peut vraiment se booster. Hein. Docteur Gauthier, quel est le taux de survie à 5 ans des cancers de la cavité buccale? Alors, les cancers de la cavité buccale, ça fait partie d'une grande famille des cancers des voies aériennes supérieures, digestifs supérieurs. Il faut compter en fait un tiers des cancers qui impliquent la bouche. Et dans ces cancers, on a énormément de stades différents. Globalement, on considère qu'à 5 ans, on est à 55% de survie. 55% de survie. Donc c'est extrêmement... Pourquoi le pronostic est aussi sombre? Le pronostic est sombre parce que ce sont des cancers qui sont agressifs, mais quand on dit 55%, il faut bien évaluer à quoi ça correspond. On a des stades précoces, qui sont des stades dont l'interception permet d'avoir des taux de survie à 5 ans de 90%, si vous prenez la lèvre par exemple, des taux de survie de 70% quand vous considérez la langue. Donc on a une palette en fait, de situations qui sont directement corrélées à l'anatomie et à la situation. Et on se rend compte qu'on a deux problématiques majeures, qui est on l'insiste dessus, c'est le diagnostic précoce, donc la lèvre, évidemment, va faire l'objet d'un diagnostic précoce puisque tout le monde peut l'examiner. Et la base de la langue ou le sillon pelvilingual, comme on a vu précédemment, qui nécessite un examen avec un dépliement des tissus, à ce moment-là, montre des diagnostics plus tardifs, y compris pour des stades débutants. Ce qui explique probablement ceci. Et le deuxième point, c'est les facteurs de risque qui stagnent au sein de ce sillon, comme l'alcool et le tabac, et qui provoquent donc ces cancers de façon élective. Donc il varie avec les secteurs. Ça varie avec les secteurs. Secteurs dépendants. Oui. Et donc ça veut dire que le praticien doit être plus attiré par l'examen de certains... Il faut aller voir ce qui est caché. Ouais. Tout ce qui est caché, il faut vraiment déplier pour voir ce qui est caché, parce que c'est là où ça stagne, donc ce qui est en bas, c'est là où on dépiste moins précocement, y compris pour ce qu'on étiquette comme des cancers débutants. Ce sont des cancers qui, de toute façon, ont plus évolué que les autres. On est passé un peu vite sur les facteurs de risque. Vous avez bien insisté tout à l'heure pour parler du tabac. On n'a pas parlé de l'alcool, mais je suppose que ça fait partie. Alors, oui, vous avez raison. Les facteurs de risque, on connaît les deux principaux, c'est l'alcool et le tabac. Qui sont des facteurs synergiques, c'est-à-dire que quand vous fumez et quand vous buvez de l'alcool, il y a beaucoup plus de risques et c'est exponentiel. On a un facteur qui est dose et temps dépendant. Donc c'est extrêmement important de connaître ces facteurs de risque, mais ce ne sont pas les seuls. On a la génétique qui est impliquée, de toute évidence, et certains virus qui concernent les cancers dont on en parlait, les cancers des amygdales. En particulier, c'est les virus HPV, et dont on sait que les tissus lymphoïdes peuvent impliquer la base de la langue également. Et on se retrouve avec des patients jeunes sans facteur de risque, donc qui n'attirent pas notre attention, qui ne fument pas, qui ne boivent pas, et qui développent de ce type de cancer. Le cancer de Kirk Douglas, voilà, qui a fait beaucoup de bruit. On recherche les antécédents familiaux systématiquement? Les antécédents familiaux, effectivement, sont à considérer, évidemment. Docteur Dridy, la première consultation est donc primordiale. Et comment doit-elle être menée?
Alors ça, les odontologistes le connaissent, les 3 temps forts de la consultation. Il y a l'interrogatoire médical et l'examen clinique, ça c'est les 2 temps absolument obligatoires. Et ensuite, après, on a le temps avec les examens complémentaires qui, eux, sont orientés par le tableau clinique, sont absolument pas systématiques. Ça, c'est vraiment très important. Et si j'ai 2 minutes sur l'interrogatoire médical, il faut 2 minutes, vraiment... non, mais vous pouvez développer. Très rapidement, parce que malheureusement, et c'est pas une critique, mais c'est un constat, cet interrogatoire médical, il est fait un petit peu trop vite chez nous, les odontologistes, alors qu'il faut vraiment insister et le mener de façon raisonnée, et notamment par rapport à la lésion. Bon, bien sûr, il faut connaître tout l'état de santé du patient, les facteurs de risque, tu l'as dit, mais également les circonstances d'apparition de cette lésion. Alors justement, voilà. Ça, cette c'est première très important. consultation, parce que Olivier est parti sur la première consultation, mais elle est fortuite ou elle est liée aux symptômes? C'est-à-dire Non, elle doit être systématique, même si le patient n'a pas de symptômes. Parce que là, on a vu un cas de cancer qui ne faisait pas mal. Le patient, le tout début, là, le cancer qui a été dépisté au stade Mais c'est un initial. dépistage fortuit. Tout à fait fortuit, mais il faut s'habituer à ça. Il faut le faire systématiquement. C'est un Frédéric point Gauthier. très important. Ça, c'est très c'est important. la Faut pas consultation attendre doit le symptôme. être systématique. On Systématique. n'attend pas les symptômes. Donc il y a plusieurs Non. questions. Ça fait partie du travail. de Alors, tout est-ce qu'il y a chirurgien. alors justement, est-ce qu'il y a un âge à partir duquel, parce que quand on dit systématique, est-ce qu'on doit dire tous les gens de tel âge doivent avoir une consultation tous les temps pour vérifier qu'ils n'ont pas ce type de Normalement, il y a lésion? 2 consultations par an. Ces 2 consultations par an, on a calculé qu'en 1 minute, on pouvait regarder rapidement les muqueuses. Important. Donc, il faut le faire à chaque fois. Et il faut insister sur l'interrogatoire médical, parce que là, c'est Sachant que la c'est survenue des primordial. cancers arrive à 40 ans et va Oui, croissant. oui. Ah oui, donc il y a une prévalence d'âge quand même. Une prévalence c'est d'âge Bien Et sûr. qui débute à partir de quel âge? en rapport avec les facteurs de risque. Alors Oui. justement, Fumeur, effectivement. ça c'est l'habitude de vie, les traitements Oui, mais il faut se médicamenteux. méfier. Il y a des cancers qui peuvent aussi apparaître chez des gens qui ne fument pas. C'est ça. hein. Et attention, C'est-à-dire qu'il faut de toute c'est pas manière, parce que quoi le qu'il patient arrive, ne fume pas qu'il ne on faut pas regarde le observer patient. ses muqueuses. Ça, D'accord. c'est vraiment le message important à dire. On revient sur cette première consultation d'interrogatoire, Olivier, ça me paraît Oui. important. D'accord. Il existe des signes généraux qui inquiètent aussi associés, Alors, vous faites bien de le dire. Oui, effectivement, il comme la existe perte des de signes poids généraux. par exemple. La perte de poids est un signe général à prendre en compte. Si un patient qui ne fait pas un régime en particulier perd beaucoup de kilos en très peu de temps, il faut se poser la question pourquoi. Et à ce moment-là, est-ce qu'il a très mal? Est-ce qu'il ne peut pas avaler? Est-ce qu'il y a une masse qui le gêne? En tout cas, il faut avoir une réponse et ne pas hésiter à Frédéric Gauthier, l'orienter. C'est le médecin traitant. Frédéric C'est Gauthier, vous voulez malheureusement un ajouter quelque signe chose? tardif, la perte de poids. Donc c'est Exactement. vraiment Oui. le signe qu'on ne devrait pas susceptible de rechercher. Et c'est quand déjà et c'est bien installé. C'est l'examen Pour le clinique qui va cancer, primer. pour le cancer. Oui, pas oui, pour on d'autres est toujours pathologies, hein. on est toujours dans les cancers. Mais Ouais. il existe des signes à distance. Par exemple, des pathologies, un cancer buccal peut provoquer à distance d'autres lésions. Oui, vous avez les adénopathies déjà. Donc Oui. c'est la première chose. Dès qu'on pense à un cancer, il faut palper les ganglions cervicaux. Mais là, on est déjà dans une explosion du cancer. C'est ça. Exactement, Bah ouais. oui, c'est une C'est le métastase processus de régionale. métastase. Voilà. Oui, dans le cas du cancer, c'est ça, hein, principalement. Alors justement, dans le cas des inflammations chroniques, vous êtes une grande spécialiste de parodontologie, en particulier les gingivites, les réactions inflammatoires chroniques qui provoquent des mutations génétiques qui peuvent aboutir effectivement Ouais. à l'apparition déjà des premières cellules cancéreuses. Alors expliquez-moi ça. Expliquez ça. Alors, alors ça c'est vraiment très intéressant comme question. L'inflammation chronique, et notamment celle qui est induite par la plaque dentaire, c'est de ça dont vous voulez parler, absolument. hein, bien sûr, peut en tout cas aggraver un cancer existant qui est en train de se mettre en place. Il y a 2 raisons à cela. Qui dit inflammation dit multiplication cellulaire, ça c'est basique, c'est mathématique, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une division, il y a un risque de mutation, et donc plus il y a de division, plus il y a de risque de mutation. Et enfin, mais la deuxième explication majeure, et ça c'est vraiment mon dada actuellement, c'est qu'on a remarqué que l'inflammation chronique provoquait donc des destructions tissulaires, donc ça amène des nutriments, et ces nutriments vont sélectionner des germes du microbiote buccal, et parmi ces germes, il y a des germes parodontopathogènes, donc comme Porphyromonas gingivalis, qui est très très cité actuellement, et qui pourrait, c'est ça qui est intéressant, de façon indirecte ou directement, donc modifier les sites de contrôle du cycle cellulaire. Donc c'est vraiment très important ça. Hein. Et on montre aussi que les tumeurs buccales qui sont infectées par exemple par Porphyromonas gingivalis ont plus de tendance à métastaser et répondent moins à la chimiothérapie
chimiothérapie. Ouais, vous dites Bon, il y a que des études vous qu'il dites faut que c'est confirmer, bien important sûr. parce qu'il y a des conséquences pratiques. Ben oui, parce que moi, en tant que clinicienne, ça veut dire très exactement que, bien sûr, quand le patient a un cancer, il faut le traiter pour son cancer, mais ça veut dire aussi qu'il faut prendre en charge et il faut insister auprès des patients pour qu'ils se fassent soigner pour leur D'accord. parodontite. Alors, Donc on revient pour la brosse à dents, le détartrage, le surfaçage. La prise en charge la globale. prise en charge La globale. prise en charge globale. Parce qu'il y a- Monsieur Gauthier, vous voulez ajouter Oui, quelque c'est chose parce que ce qui est communément admis, c'est-à-dire que la santé buccale, c'est le reflet de la santé générale. Et qu'on a probablement non pas que le reflet, mais peut-être aussi un agent qui pourrait induire certaines... Oui, mais il y a des... tout à fait, mais tu sais, il y a des patients, et on le voit tous les jours, qui ont des cancers avec des facteurs de risque importants comme le tabagisme, mais qui se laissent aller au niveau de leur denture. Oui. Et qui, après avoir subi la chirurgie, etc., c'est-à-dire le traitement de leur cancer, bon, bah, le problème dentaire, ils le passent un petit peu à côté. Et puis il y a les gens qui sont dénutris, surtout les alcooliques, Oui, oui, oui. hein, qui ont une dénutrition importante Oui, et ont un forcément parodonte très altéré. et un abandon des soins. Quand un médecin découvre un cancer, on parle toujours de cancer primaire et de cancer secondaire. Vous appelez ça la lésion élémentaire d'alerte, c'est le cancer primaire? Oui, c'est la lésion, c'est le processus Et ce qui veut dire que initial. vous cherchez des lésions Absolument. Il y a des lésions qui secondaires à doivent distance. nous alerter. Ouais. L'ulcération qui ne guérit pas, qui est indolore. Une ulcération, c'est une perte de substance. Ouais. Donc une perte de substance, ça veut dire normalement douleur. Si elle est indolore, elle ne guérit pas, et surtout si elle est indurée, ça, il faut tout de suite, c'est un signe d'alerte immédiat. Et puis il y a d'autres pathologies, mais comme le taux de nodule qu'on a vu, une excroissance qui pousse, ça doit aussi nous alerter. C'est ça. La Docteur lésion Gaut- alimentaire, qui est très important, comme vous dites, c'est la démarche diagnostique qui conduit... C'est ça. Donc ulcération égale alerte. Donc, Unique. diagnostic. On est en plein diagnostic. On est en plein Olivier, diagnostic. continue. Docteur Gauthier, les examens complémentaires, les marqueurs, est-ce qu'il existe des marqueurs, différents marqueurs? Alors, on parle des cancers, on a exclusivement parlé des cancers épidermoïdes parce que c'est la majorité des cancers, mais il faut bien comprendre qu'il n'y a pas que ça, hein. On a des leucémies avec des excrétions buccales, des lymphomes. Donc, dans les examens biologiques en particulier, il est évident que les leucémies, dès qu'il y a une recherche de blast, peuvent très bien signer le diagnostic. Les lymphomes, malheureusement, le seul diagnostic à notre portée est la biopsie qui va révéler la présence. Mais il n'y a pas de C'est marqueur l'info. biologique du Il n'y cancer a pas de primaire. marqueur. Aujourd'hui, on parlera peut-être des examens d'avenir, si vous voulez. Il n'y a pas de marqueur biologique, sauf ceux qui sont associés à l'altération de l'état général, avec les vitesses d'alimentation Quand vous dites modifiées. on va parler d'avenir, c'est quoi? C'est la biologie? Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même des chercheurs qui se sont penchés sur, par exemple, l'analyse des composés olfactifs volatiles qui corréleraient, contenus dans la laine, hein, qui corréleraient certains cancers à la présence d'une signature de ces composés. C'est de la science-fiction ou Non, on a des études prospectives qui ont été lancées, initiales, et je pense que ça va aboutir. sur Les des premiers- vrais marqueurs, là. Ouais. Les premières études révèlent des tests de fiabilité à 86%, corrélés avec des signatures spécifiques sur le cancer de l'estomac, sur également des maladies de Crohn, sur des cancers de l'œsophage. Donc on est sur des marquages qui peuvent être spécifiques. Et quand on va dans le diagnostic clinique, on peut avoir d'autres thérapeutiques d'avenir, diagnostics d'avenir, qui sont le photodiagnostic. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Le photodiagnostic. C'est-à-dire qu'on va, à partir d'une lumière donc spécifique, analyser la rémission d'une longueur d'onde spécifique sur cette lésion. Et en fait, on a réussi à corréler, mais ça c'est de l'ordre de la recherche, la dysplasie avec la longueur d'onde. C'est-à-dire qu'on est capable visuellement de dire, il y a une lésion qui va peut-être devenir un cancer, probablement, très fort probablement, ou c'est un cancer. Dans les laboratoires aujourd'hui, on est en capacité de le supposer. On n'a pas développé encore en France, comme dans certains pays où les médecins sont très éloignés les uns des autres, une espèce de, je parlais de photodiagnostic, mais une diagnostic à travers une photo prise par le praticien. C'est le cas. C'est ça dont on parle. C'est ça dont on C'est parle. dont on parle. C'est-à-dire que le praticien observe son patient et va faire une analyse quantitative associée à un ordinateur qui va quantifier la rémission spécifique. Il va le faire à partir de la photo, mais est-ce qu'on peut envoyer cette photo à
à des spécialistes qui pourraient l'analyser? Potentiellement, oui, mais pour aujourd'hui, ça d'accord. n'existe pas. Ça sera bien. Alors, on va revenir sur Terre, hein, on va Oui. revenir sur Revenons. sur Sur votre quotidien. Ça va nous aider. oui, on laisse Frédéric Gauthier dans les étoiles. L'imagerie, vous devez utiliser l'imagerie, non? Oui, alors dans les examens complémentaires, l'imagerie, alors pour les cancers, bon, les clichés standards, que ce soit les clichés rétroalvéolaires ou les panoramiques, n'ont pas d'intérêt, à part regarder l'état dentaire et l'état parodontal et faire un diagnostic avec une lésion d'origine dentaire. En revanche, l'IRM, les CONBIM, les scanners, d'accord. ça c'est important dans le cadre du L'échographie, bilan d'extension. l'échographie Bilan pour les d'extension. pour les bilans d'extension. Bah oui, bien sûr, c'est pour D'accord. le bilan Dans le d'extension, cadre ça des qui est frottis, important. on peut utiliser les frottis dans quel cas? Alors, les frottis, dans le cadre du cancer, Oui, toujours, on est dans toujours le dans cadre le du cas du cancer, cancer. on les utilise que pour surveiller un patient qui a eu un antécédent de cancer et pas de façon systématique parce que la sensibilité n'est pas bonne. Vous prenez une brossette, vous frottez une lésion, donc vous ne récupérez que les cellules qui sont superficielles et pas les cellules profondes. Et beaucoup de faux négatifs. Et beaucoup de faux négatifs. Donc c'est la clinique qui prime, hein, de toute façon. Ça nous a rendu service de temps en temps pour certains patients. La cytologie, c'est surtout pour les détections de maladies virales, genre l'herpès par exemple. Le frottis qu'il fait, c'est le praticien. Oh oui, c'est le praticien Ah oui, qui oui, le c'est fait. le Oui, praticien c'est qui un peut le examen faire. simple. hein. Ah, c'est très simple, C'est très, c'est très peu simple. coûteux, Oui. c'est pas invasif, donc on peut C'est vraiment pas invasif. ne pas s'en Soit avec passer. une C'est vrai que les brossette, soit dentistes avec n'ont un pas l'habitude de le aiguillon, faire. Un tube stérile, Voilà. et on voit ça à la nappate. Et puis, Frédéric, et vous puis, nous avez fait rêver. Vous n'avez pas une autre technique de demain, non? On a fait le tour. Ensuite, je dois en avoir à disposition si vous me cherchez sur ce sujet. Mais la dernière est passionnante. Hein. Attention. Oui, donc non, tout ça pas pour sourire, mais pour dire que ça progresse. Ah oui, ça Autant en odontologie qu'en oncologie. Ah oui, on est effectivement. Et ça progresse aussi grâce Allez, au microbiote. Docteur Gauthier, Dites-moi. nous avons fait l'examen clinique, nous avons fait un diagnostic. Maintenant, il va falloir faire l'annonce au patient. Est-ce que c'est nous qui le faisons? Est-ce que Alors, c'est une faut question être très archi intéressante. sûr, faut avoir un cumul des preuves? C'est pas tant cette problématique qu'on va soulever, c'est celle déjà légale, qui est celui qui envisage l'examen complémentaire et le diagnostic et celui qui annonce le cancer. Donc il faut être à même de savoir le faire et de savoir orienter son patient derrière. Donc si vous avez envisagé de faire une biopsie qui révèle un cancer, il faut être à même de pouvoir l'annoncer. Et ce faisant, ça nécessite une formation. Donc pour ce faire, il faut faire preuve évidemment d'empathie et annoncer tranquillement, embarquer le patient vers sa volonté de verbaliser. Mais là, on est chez le spécialiste ou ça peut être le praticien habituel qui Il est l'annonce? formé. Tout dépend Il faut qu'il soit formé de comme sa en médecine formation. avec la consultation Bien d'annonce. sûr. Tout à fait. Parce qu'il faut répondre aux questions du La patient. consultation Donc, d'annonce. je me tourne vers Olivier Grajewczyk. Vous êtes formé à ces consultations d'annonce? Non, nous ne sommes pas formés. Enfin, en tout cas, dans ma formation et celle que nous avons dans les groupes de réflexion, non. C'est pour ça on qu'on n'a propose pas. d'ailleurs C'est des très, formations, c'est très Mais compliqué. en soyons concrets, c'est vrai. est-ce que ça peut arriver que ça soit le praticien de famille qui a annoncé ça? Est-ce que c'est en général Alors, toujours un spécialiste? J'ai diagnostiqué des cancers très tardifs. Et pour être très simple, je me suis un petit peu, non pas défaussé, c'est pas ça, mais j'ai adressé cette personne Alors, Mais le au spécialiste. praticien, le Attendez, je patient, il peut termine. avoir Je confiance vous quand donne même, mon hein. expérience. Je vous donne mon expérience. J'ai adressé cette personne à un oncologue qui a confirmé ce diagnostic par d'autres moyens, et c'est lui qui a fait l'annonce. D'accord. Et malheureusement, 3 décès. Frédéric. il faut voir qu'on s'adresse à l'ensemble des Français et tous les praticiens n'ont pas un maillage territorial qui leur permet de faire ceci. Et on a une demande, nous, dans nos formations de dermatologie buccale, au niveau de l'annonce et au niveau du diagnostic, parce qu'ils sont en incapacité d'adresser, parce qu'ils sont seuls. Et éloignés de... Donc c'est pour ça que la situation est très géographique dépendante. Alors justement... Et puis, je reviendrai Oui, pardon. aussi. Oui, je voudrais juste rebondir. Vous le savez comme nous, les patients ont aussi très confiance en leur praticien traitant. Et parfois, une personne proche peut donner un... Bien sûr, mais il faut Ouais, savoir quand même. Il faut savoir le faire. Il faut savoir le Parce que faire, là, il suffit d'être formé comme nous. Olivier, hein. vous vouliez Absolument. insister, vous, sur... Oui, justement, en 2009, l'INCA a largement diffusé un CD de formation à l'intention des chirurgiens dentistes sur la détection précoce des cancers de la cavité buccale. Et nous vous recommandons de
Il est très bien fait. et qui est extrêmement bien fait, très didactique. Ils ont fait un excellent travail. Et la Haute Autorité de Santé le met à sa disposition, ce CD, sur son site. Donc c'est un document de référence sur la prise en charge optimale et le parcours des soins d'un patient atteint d'un cancer des voies aérodigestives supérieures. Voilà. Et on peut souligner ce travail, et parfois on a tendance à être très critique sur notre profession, mais il faut savoir qu'en 20 ans, le nombre de décès des cancers de la bouche a été divisé par 2. Donc on peut suspecter aussi un travail de prévention. Très bien. On avance un peu parce que Oui, on prend du retard. alors, oui. Donc les lésions cancéreuses peuvent être précédées de lésions précancéreuses qui peuvent se transformer. Alors nous allons avoir une diapositive qui va apparaître. Pouvez-vous commenter, docteur Gauthier? Oui, alors sur la gauche, vous avez une lésion on appelle des lésions qu'on appelait précancéreuses, donc on dit potentiellement malignes, qui sont des plaques blanches que vous voyez sur la langue, qui est une langue qui est, si vous regardez bien, qui saburale. n'est pas normale. Non, pas du tout. Non. Elle est atrophique. Une langue saburale, c'est une langue chargée. Oui, justement. Là, c'est une langue qui a perdu, vous voyez, tous ces papilles. Donc, vous avez une langue lisse avec, donc ça veut dire qu'il y a une souffrance cellulaire, dans le cas probablement d'un lichen chronique. Et on a cette plaque blanche qui est une leucoplasie associée, peut-être d'origine tabagique dans cette occurrence, et qui a la capacité de potentiellement se transformer. Donc il va falloir l'évaluer, voir les zones où c'est inhomogène, inflammatoire, pour envisager un diagnostic précis par la biopsie. Et à côté? Alors à côté, c'est assez spécifique de la lésion rétrocommissurale, d'accord? Et c'est une des seules kératoses qui est d'origine candidosique. Vous savez que souvent on dit quand on a une candidose, les lésions se détachent. Hein? Et ben là, ici, on est à la commissure de la lèvre. Hein? Et à la commissure de la lèvre. On est rétrocommissurale, à l'intérieur. À l'intérieur. C'est une des kératoses candidosiques qui ne se détache pas, c'est une kératose. Et étonnamment, il faut extrêmement bien la surveiller parce que la transformation maligne est assez élective dans ces zones-là. Donc c'est un risque de transformation. Et là, c'est d'ailleurs une dysplasie qui était sévère chez cette patiente lors de la biopsie. Et à côté, alors? Et à côté, vous avez une leucoplasie qui est située sur le bord latéral de la langue. Hein. Donc ça, c'est le bord latéral de la langue. Oui, c'est ça. On a tiré la langue. On a tiré la langue, on a déplié les tissus. Et vous avez, vous voyez, on va caractériser la lésion par son caractère d'inhomogénéité. Donc cette plaque blanche est un peu surélevée, des couleurs inhomogènes. Et on va rechercher ces zones inhomogènes qui sont les zones où la transformation maligne peut se faire. Vous voulez que je vous fasse un commentaire? Oui. En regardant ces images, vous savez que c'est une émission qui est bien évidemment destiné à nos confrères des chirurgies dentaires, mais je pense que je vais diffuser cette émission à tous les médecins qui nous suivent, parce que je crois que là, on est vraiment dans un domaine où on doit se retrouver. Bravo, Jean-François. Je vous laisse poursuivre. En tout cas, là, le caractère inhomogène est très important à observer. Hein. Ça, c'est un signe d'alerte. D'accord. Et une langue complètement dépapillée. Alors, la langue dépapillée dont on a parlé, c'est souvent la caractéristique d'une atrophie cellulaire, donc d'une souffrance cellulaire. Elle est souvent associée à un lichen plan, et c'est un site de transformation maligne. Donc il faut toujours se poser la question devant une langue lisse. Là, on est en lésion précancéreuse, on n'est pas en diagnostic différentiel. On est en lésion précancéreuse. Oui, d'accord. Le diagnostic différentiel serait celui d'une kératose traumatique. Donc vous avez un frottement et donc une kératose qui est induite par le trauma chronique. Allez, on va clore ce chapitre parce qu'on doit maintenant aborder le traitement. Ça se traite comment? Alors le traitement, il est fait par des équipes spécialisées, d'accord. Le traitement consiste principalement en l'exérèse de la lésion et associé à des chimios et ou des radiothérapies selon la RCP. Est-ce que l'oncoimmunologie fait éruption dans votre domaine ou pas encore? Ah si, tout à fait. Parce que ça a quand même changé, bouleversé le pronostic. Ça a bouleversé le traitement de plein de cancers. Est-ce que il y a des études sur... Rituximab associé à des chocs traitements, tout à fait. C'est tout à fait impliqué directement avec une amélioration des pronostics. Avec sans doute effectivement une amélioration du pronostic. Oui. Donc on a vu que c'était des traitements qui étaient efficaces, mais pas encore totalement efficaces. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Nous avons fait le tour. Hein. On va passer bien évidemment maintenant au deuxième sujet. Alors, on baisse un petit peu dans la dramatique de l'émission, puisqu'on va parler des candidoses. Les candidoses, excusez-moi. Et nous allons avoir une diapositive. Alors, allez, docteur Dridi, vos commentaires.
Bah là, il s'agit, alors là, d'emblée, on va sur les candidoses chroniques, parce que dans les candidoses, il y a les candidoses aiguës, puis il y a les candidoses chroniques. Alors, donc, vous voulez qu'on parle des candidoses chroniques? Les plus difficiles à diagnostiquer. Les plus difficiles, parce que les aigus, vous les connaissez en général, Oui. C'est le muguet, quoi. C'est les efflorescences blanchâtres sur une dire, muqueuse. là encore, le médecin voit là, autant ça que le... Voilà, Voilà, exactement. ça se détache. À part On voit les- ça chez l'enfant, le nourrisson? On voit ça chez l'enfant, bien évidemment. Oui, Et oui, on voit arrive ça. à les Et chez maîtriser. la personne âgée. Et ça, là, c'est- tout à fait, d'accord. Ce qui est très important, c'est de savoir que qui ne fait pas une mycose qui veut. Il faut quand même un facteur qui permet de transformer le candidat, qui est quand même un germe commensal, en parasite. Hein. Ça, D'accord. c'est assez fondamental, sinon on ne pourra pas traiter. Donc là, on a les formes chroniques qui sont effectivement mal connues, sauf la forme sous-prothétique pour le dentiste. Alors, c'est laquelle? Au-dessus, alors c'est au-dessus les chroniques, Ouais. enfin les 4 sont chroniques, mais au-dessus on a les diffuses. On a les diffuses blanches et c'est la langue. Donc là on est sur le bord de la langue et ça revient exactement à la photo qu'on a vue aussi tout à l'heure. Oui. C'est D'où pas- l'intérêt du diagnostic Je différentiel. suppose que vous êtes habitué, mais c'est pas flagrant, celle-là. Non, c'est pas celle- flagrant. celle de Non, gauche, non, non, ouais. non, non, En haut à là j'ai gauche. pas de pointeur. En haut à droite. Elle est au niveau du bord. D'accord. Non, mais on a une recherche, par exemple, de lésions associées comme des perlèches, Ouais. qui va nous orienter sur le diagnostic. Ouais. D'accord. Et mais là on a eu le diagnostic grâce à la biopsie. Hein. Vous Ah, voyez, il y a eu donc une l'examen biopsie, complémentaire Vous nous aviez un aide doute beaucoup. Hein. Ah bon, on avait un Vous avez doute, fait oui. biopsie. Oui, on avait un D'accord. doute. À droite. À droite, bah, c'est En haut. en droite, c'est la mycose chronique sous-prothétique diffuse classique avec la prothèse de la personne âgée qui est mal adaptée. Il y a une macération, il y a un pH acide, il n'y a pas d'auto-nettoyage. On voit d'ailleurs parfaitement les limites de la prothèse. Bon, ça, le dentiste connaît très bien. D'accord. Et en dessous, on a les formes chroniques localisées, donc tout le monde connaît la perlèche, mais la candidose, la glossite losangique médiane, donc la lésion ovoïde là un Ouais. peu rouge, érythémateuse, ça c'est pareil, c'est très fréquent chez les fumeurs, et si on ne tire pas la langue, eh bien on ne le voit pas. Là, on a une langue saburale normale de fumeur. C'est et une fait- langue qui n'est pas saburale, c'est pas Ouais. un enduit, Encore. c'est de la kératine, Ah, c'est c'est les la papilles kératine. qui sont kératinisées par le tabac, et à cause de la fumée, à cause de la chaleur, donc là on a une réaction de protection. Est-ce que Une vous- atrophie et une Et érythème au centrale. centre, on a après une atrophie, c'est pour ça que c'est rouge et que c'est enflammé. Pour Jean-François, est-ce que vous pouvez préciser sabural et pas sabural? Sabural, c'est un entoit. c'est un enduit, c'est Simplement un enduit. C'est un enduit fait de plaques dentaires, de cellules, etc. Frédéric Gauthier va m'enfoncer un peu Pas plus. du tout. Non, dans la rubrique trucs et astuces, il y a une chose très importante à rechercher, c'est la lésion en miroir de la langue. Vous avez une lésion en miroir qui se situe au palais. Et donc, ça fait partie du diagnostic. Voilà, alors, c'est pas toujours. Hein. Pas Pas toujours, mais il faut le Oui, parce rechercher. que quand on avale, la langue, elle vient frotter Elle vient le frotter, palais. elle vient faire le vide. Le vide. Vous faites une cytologie systématique? Une cytologie dans les candidoses, le diagnostic il est clinique, dans les formes que je vous montre là. Et s'il y a un examen à faire, c'est soit le prélèvement microbien, parce que ça identifie le germe. Et c'est ça, genre, je souligne juste, hein, et je termine, parce que je sais qu'on est pressé, c'est important chez l'immunodéprimé. Hein. Là, chez l'immunodéprimé, il faut faire un prélèvement pour identifier les germes, parce qu'il n'y a pas que le candida albicans dans la bouche, il y en a d'autres, qui peuvent être résistants d'ailleurs aux antifongiques. Et habituellement, sinon c'est la biopsie, comme pour le cas de tout. Prenez votre temps, cette émission est passionnante. Je ne veux pas que vous ayez de frustration quand Non. on verra le générique Non, fin. mais- On est passé un... Oui, Alors j'ai une Olivier. petite question à propos des prothèses justement. Le facteur étiologique, à part comme vous l'avez dit, les macérations, les accumulations, etc. Est-ce qu'ils peuvent provenir aussi de la nature du matériau employé? Les résines. Les résines. Les résines, le candida albicans adore les résines, adore tout ce qui est aspérité, donc il va même former des biofilms dans les prothèses. Et c'est ça le problème des candidoses prothétiques. Donc il faut éliminer Idéalement, le plus, il faut refaire la prothèse. refaire la prothèse, passer sur des plaques métalliques par exemple. Oui. On n'a pas ça avec les plaques métalliques ou moins ça. On a moins ça, mais vous il y a avez toujours toujours une de la macération, résine, oui. donc de toute façon... Là, vous êtes dans le traitement étiologique, mais il y a peut-être un traitement médical efficace. Absolument, le traitement Ouais. étiologique, il est important, c'est-à-dire éliminer le facteur qui a permis sûr, la oui. transformation. On a oublié tous les médicaments, c'est quand même des millions de gens. Hein. Ouais. Les médicaments Oui. cialoprives, les patients antidépresseurs, les diabétiques anxiolytiques. mal équilibrés. Ouais. Ça, faut pas les oublier parce que c'est vraiment important. Il y a tous les patients aussi diabétiques qui ont une immunodépression due à leur déséquilibre du diabète. C'est des millions
millions de gens quand même. Donc Diabète ça, il faut... type 1, Et les type 2, fumeurs, hein, c'est n'importe très lesquels. important. Je ne parlais pas des traitements qui provoquent des candidoses, je parle des traitements que l'on donne en cas de candidose. En cas de candidose, On donc le fait pas un, dans c'est le cas. d'abord Ouais. éliminer le facteur de risque, sinon ça ne sert à rien. D'accord. Et deux, si le patient est immunocompétent, alors là, la règle d'or, c'est de donner un antifongique qui n'a pas d'action systémique, c'est-à-dire l'amphotericine B. Bien Péros, souvent, on passe... Péros. Non, oui, Péros, Oui, bien Péros, sûr, hein. oui, tout à fait. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Les bains de Et bouche ne suffisent pas. réserver... Les bains de Ah, bouche ne suffisent pas. alors, le problème, c'est quand on a une contamination de la bouche, on peut avoir aussi l'oropharynx, donc il faut D'accord, aussi qu'il ok. avale, hein, ça D'accord. c'est important. D'accord. Ce sont Et- des bains de bouche. Hein. C'est des bains de bouche. Oui, mais Et puis après, il On avale. avale. Et Après, c'est vous le... l'avalez, d'accord. Voilà, il y a Des pas... bains de il bouche y a- qu'on avale, mon Dieu, quelle Bien horreur. sûr, après le brossage des dents, et ça c'est aussi important, 2 minutes, sinon l'action de l'amphotéricine Ouais. ne marche pas. Et ensuite, ça tapisse toutes les parois muqueuses et ça tue donc le candidat. Et quand le patient est immunodéprimé, par contre, là, on est obligé de passer à l'antifongique qui a un effet systémique, c'est-à-dire le fluconazole. Mais il y a des effets secondaires et des interactions. Dernière question avant de passer Oui. aux lésions banales. On est passé un peu vite sur C'est banal. candidose aiguë et chronique. Oui. Ça devient chronique quand ça arrête d'être aigu. C'est je veux ça. dire, oui, mais j'aimerais bien que vous précisiez quel est le délai que En supportable. général, on dit 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines. Trois Inférieur à on 3 est dans la semaines, chronique. c'est aigu. Et la candidose aiguë, toujours si c'est symptomatique. Supérieur à 3 semaines, c'est chronique. Et là, elle est peu ou pas symptomatique, dont le piège. J'ai une petite question à laquelle on n'a pas pensé. Le Kaposi, Oui. qu'est-ce que c'est exactement quand vous Bon, avez des ça, lésions bleues comme ça C'est une lésion virale. Oui, Virale, c'est vasculaire, Virale, qui implique vasculaire, HV8 oui. Oui. et qui est corrélée On avec en voit moins, en fait. les, On en voit moins On en aujourd'hui. voit le taux beaucoup de moins. CD4, mais Ouais, d'accord. qui est indépendamment de la problématique aujourd'hui. hein. Bon, il essayait de vous poser une colle, il n'a pas réussi. Olivier, bravo. On aborde la dernière partie de cette émission, parce que là, maintenant, il va falloir qu'on arrive à la dernière partie. Bon, lésions banales, d'ailleurs, les candidoses étant des lésions banales C'est aussi. banal, On va parler des lésions virales, comme l'herpès et les aphthoses. Hein. Olivier. Oui, nous savons que les aftes ont une étiologie inconnue. Chez nous, en tout cas, les Chez chirurgiens nous. dentistes. Ça Mais va. il a des facteurs favorisant lesquels, s'il vous plaît. Alors, les aftes et les aphtoses, c'est un processus qui est une vascularite. Hein. Donc, Ouais. l'étiologie, elle est supposée, elle n'est pas déterminée, en fait. Donc, on a, et tout le monde le sait, tous les praticiens le savent, il y a le facteur alimentaire. Oui, je vais vous dire, Olivier, Ça, on n'a pas le d'étiologie. gruyère. Le facteur Le alimentaire. gruyère et les noix, Voilà, j'ai on le toujours sait. appris dans mes études que ça donnait des aftes. Sauf Le que c'est gruyère, les inconstant. noix, Sauf que c'est parfois le inconstant. chocolat. Ouais. Donc, c'est quand même assez pénible pour les C'est pas parce que c'est inconstant que c'est pas une étiologie. Voilà. En tout cas, il y a quand même des tableaux cliniques qui balaient de l'afte banale à des aftes beaucoup plus invalidantes, parce qu'on a aussi des aftes géantes. Et entre les deux tableaux, on peut avoir des composantes qui sont soit des aftes localisées ou des aftes associées à des maladies plus graves, comme des Eh ben, syndromes. parlez-nous des maladies systémiques, justement, liées à ces aphthoses. Alors, l'aphthose proprement dit, et non pas les ulcérations, qu'il faut bien faire la distinction. Maladie grave, l'aphtose. On a Ici. la maladie de B7 hein, Ouais. qui a été décrite, L'aphthose bipolaire, L'aphthose pseudofolliculite. C'est une aphthose systémique, oui. Voilà. Et dans les maladies, on peut aussi envisager, après les aftes banaux, les aphtoses qui impliquent les aftes géantes, donc qui sont très invalidantes, très douloureuses, qui laissent des cicatrices, qui nécessitent souvent des prises en charge hospitalières, puisque le traitement repose, quand il est prescrit, sur la thalidomide. Et la thalidomide qui est tératogène et qui nécessite une prescription hospitalière et qui peut être associée à des médicaments pour Qui éviter d'ailleurs, curieusement, en devenant curatif, c'est appelé le thalidomide. le thalidomide. Oui, Ouais. comme ils disent. Dans... Exact. Il y a aussi les aftes miliaires qui miment l'herpès, d'accord, qui sont traités par la colchicine. C'est également des médicaments qui ont des conséquences. Et on a les aftes qu'on a dans tous les jours et qui, Voilà, ceux-là, quand même, on ceux-là peut peut-être intéressent rappeler. beaucoup plus les praticiens et Traitement. le traitement. C'est un traitement symptomatique. Parfois, nous, on prescrit des bains de bouche de corticoïdes pour diminuer l'inflammation, mais il est principalement symptomatique. Donc, ça va être des antiseptiques et des antialgiques anesthésiants de surface. Ok. Je vous laisse aborder le dernier sujet. On aborde l'herpès, qui est très répandu. Quelles sont les manifestations buccales? Et j'aimerais que vous fassiez la distinction entre l'herpès buccal et l'herpès génital. Est-ce qu'il y a des correspondances? Correspondance, c'est-à-dire le facteur étiologique Cherchez ce commun. que vous voulez.
L'herpès, déjà on va faire le buccal, hein, parce que Oui. nous, Oui. c'est ce qui nous intéresse le plus, Oui. la génitale. On vient assez laisse rarement autre. chez son dentiste en disant Voilà, j'ai un herpès j'ai un la herpès femme. génital. C'est rare. L'herpès buccal, il est surtout dû au virus de l'herpès numéro 1 et le génital au virus de l'herpès numéro 2, mais la nature aime bien s'amuser, donc le 2 peut causer des lésions buccales et le 1 peut causer des lésions génitales. Bon, et puis nous, on est confrontés la plupart du temps à 2 manifestations, la primo-infection herpétique et l'herpès récurrent, c'est à peu près ça. Voilà, tout à fait. La primo-infection herpétique, elle touche généralement les enfants, sauf que depuis le respect des règles d'hygiène dans notre pays, eh bien l'âge est en train de reculer. Donc on a des jeunes adultes qui expriment des primo-infections herpétiques, et c'est là que se pose le diagnostic différentiel, notamment en ce qui nous concerne, nous les dentistes, avec toutes les maladies ulcéronnécrotiques, les parodontites ulcéronnécrotiques. Il y a énormément d'erreurs là-dessus. Est-ce qu'il y a des réservoirs herpétiques? Alors moi je pense justement, alors là, on dépasse un petit peu en neurologie, vous savez, le syndrome vestibulaire peut être dû à une réactivation des virus herpétiques. Est-ce que vous avez des notions là-dessus? Une réactivation du virus herpétique. Tout dépend sludge de virus herpès. Donc il y a un trajet rétrograde Vous parlez virus de l'herpès herpès et récurrent une réactivation. Oui. Mais effectivement, C'est une cause possible des syndromes vestibulaires. c'est la réactivation de l'herpès Parce là où se qu'il y a un réservoir justement. Il parle de réservoir. De toute façon, le virus, même si on guérit de la primo-infection herpétique, on le garde tout le temps, à vie, Il se dans trouve son dans les corps, ganglions, il se trouve dans les ganglions sensitifs du Oui. territoire Voilà. qu'il a contaminé. Voilà, Et ensuite, d'accord. suite à une réactivation par des facteurs, comme même la fatigue par exemple, ou un stress, ou une chirurgie, Réactive eh ben, ça va le réactiver et il va revenir par voie neuronale centrifuge. Classique. Toujours au même endroit d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait la distinction avec les aphthosmies. Allez, une dernière question, Olivier, peut-être pour embêter Frédéric. Oui, Frédéric. Pour tout ça, devant toutes ces lésions, il y a un arbre décisionnel. Pouvez-vous nous Pareil que c'est l'expliquer? pas facile. Ah non, l'arbre décisionnel, si on C'est toutes les l'explique lésions à des élémentaires, spécialistes, hein. Oui. C'est il bien sera que ça très soit compliqué. toi. Ce sera très compliqué, mais par contre, il faut retenir l'essentiel, et c'est l'objet de ce type d'émission. Donc on a très clairement, on a parlé des cancers, donc on va s'intéresser au niveau des cancers aux ulcérations, qui est la lésion élémentaire qui est à rechercher. Donc quand elle est unique, non douloureuse, c'est un signe d'alerte, surtout quand elle est associée à son caractère induré, qui déborde la lésion, et également à des adénopathies satellites. Donc ça, c'est vraiment, dans ce cadre, c'est ce qu'on appelle unique, non douloureuse, ça c'est extrêmement important. Dès que c'est multiple, déjà, ça devient beaucoup plus rassurant. C'est très difficile d'être confronté à 2 ulcérations, un type de cancer, c'est même extrêmement rare. Par ailleurs, on a un arbre décisionnel qui concerne les lésions blanches. Quand vous avez une plaque, le distinguo qui est à faire, c'est entre le caractère homogène ou inhomogène et l'absence d'érythème associé. Donc si vous avez une plaque qui est plus ou moins épaisse avec des couleurs qui varient, il faut s'inquiéter. Et il va falloir envisager une biopsie pour déterminer le caractère de gravité de cette lésion potentiellement maligne. Et tu as les nodules, les excroissances, tout ce qui pousse comme ça, alors là c'est pareil, il faut se Alors on faut se dit méfier. que le nodule, c'est la lésion élémentaire de la tumeur bénigne. C'est-à-dire que c'est ce qu'on retrouve généralement. Mais attention, il y a des pièges diagnostiques et l'un n'empêche pas de nous retrouver face à une lésion beaucoup plus grave que Eh bien, celle-ci. écoutez, On en a montré une. je vous remercie. Cette émission est passionnante. Elle sera encore plus avec votre conclusion. On commence avec vous, Sophie Myriam. Ma conclusion, c'est que j'incite mes confrères à ne pas hésiter à se former parce que c'est une discipline passionnante et qu'ils vont rendre service et ils vont pouvoir bien traiter leurs patients. Et nous faisons des formations à Paris Descartes. Je profite de votre plateau. Bien sûr, Frédéric Gauthier. Oui, je pense que c'est un véritable enjeu de santé publique. La dermatologie buccale, puisque c'est le terme qui est consacré par les praticiens, implique effectivement de se former et implique également d'être le premier acteur du dépistage précoce. Qui dit dépistage précoce dit pronostic pour les patients extrêmement amélioré. Donc c'est vraiment cet enjeu que je voudrais souligner. Merci. Alors Olivier, lui, va nous faire déplaner. Comme toujours, il va nous dire ce qu'on n'a pas traité. Oui. Qu'est-ce qu'on n'a pas traité, Olivier? Non, merci déjà au docteur Gauthier, au docteur Dridi. Volontairement, nous n'avons pas parlé des lésions d'origine endodontique, parodontale, comme les gingivites, les syndromes éruptifs, les lésions traumatiques ou post-chirurgicales, et les dermatoses et les techniques de juvénisation. Alors ça, c'est quoi? J'ose pas. Juvénisation, c'est quoi les techniques de juvénisation? Docteur Gauthier.
Technique Non, de non, je connais juvénisation. Ah, bah, c'est sans doute pour rendre plus jeune. pour rendre plus jeune. Bah voilà, c'est son L'acide kiff. hyaluronique, les injections sur Bon. les Ah. plis. Ce que j'ai retenu plus sérieusement, examen soigneux, Ah oui. primordial de la cavité Interrogatoire. buccale et des muqueuses. Et puis, en cas de doute, Adresser. n'hésitez pas à adresser à des gens compétents comme vous avez montré que vous l'étiez aujourd'hui. Je ne sais pas qu'on veuille que demain vous soyez inondé de patients, mais en tous les cas, il y a des gens qui ne connaissent pas tellement bien. Vous l'êtes déjà, je suppose. N'hésitez pas à nous envoyer un mail, hein, parce que c'est important. La première émission avait étonnamment très très bien marché, parce que c'était la première et qu'on n'était pas sûr que vous étiez intéressé par ce type de format. L'adresse mail jdflemoine@gmail.com. C'est très simple et on répond à toutes vos suggestions. C'est la fin de cette émission. Merci encore une fois à nos invités Frédéric Gauthier et Sophie Myriam Dridi. J'ai beaucoup apprécié cette émission qui sera diffusée à tous les médecins. Merci Olivier. Merci Jean-François. C'est un vrai plaisir de présenter cette émission avec vous. Aussi, c'était très La sympa. deuxième était plus facile, hein. C'est toujours plus facile de C'est faire la toujours plus deuxième. facile. Allez, on attend vos commentaires et suggestions et on se retrouve très bientôt. En attendant, portez-vous bien.